Nos choix nous façonnent, et ils nous détruisent aussi. Shakespeare. Cette phrase capture parfaitement ce que l'addiction fait à une vie. Il y a des moments où le poids de la vie semble écrasant, et pour chercher un soulagement, nous trouvons une échappatoire. Cela peut commencer par quelque chose de petit, un verre pour se détendre, une navigation interminable sur les réseaux sociaux, ou peut-être un comprimé pour calmer les nerfs. Au début, cela semble aider. Pendant un court instant, le monde paraît plus léger. Mais ce qui commence comme un soulagement se transforme rapidement en prison. Le cycle s'installe. Vous savez que cela vous détruit, mais en même temps, cela semble être la seule chose qui vous maintient debout. Si vous n'avez jamais vécu cela, imaginez le désespoir. Imaginez être contrôlé par quelque chose qui vous consume, mais qui semble aussi être la seule manière d'échapper à la douleur. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est une bataille contre quelque chose d'invisible, quelque chose qui se trouve profondément en vous. Et pourtant, la question persiste toujours. Pourquoi je n'arrive pas à arrêter ? Pourquoi cela semble-t-il plus grand que moi ? Pour beaucoup, l'addiction n'est pas simplement un comportement. C'est le reflet de quelque chose de bien plus profond. Une tentative désespérée de combler un vide, d'apaiser une douleur qu'on ne peut pas expliquer. Aujourd'hui, nous allons voir l'addiction sous un autre angle, en explorant les idées de deux grands penseurs, Carl Jung et Gabor Maté. Nous allons comprendre ce qui se cache derrière ce cycle vicieux. Pourquoi il est si puissant ? Et comment il est possible de le briser ? Ce n'est pas une question simple, et ce qui est en jeu ici va au-delà de la compréhension intellectuelle. Il s'agit de comprendre et de ressentir ce que signifie vivre avec le poids de l'addiction. Finalement, l'addiction est-elle seulement un choix ou révèle-t-elle quelque chose de bien plus profond sur la psyché humaine ? Imaginez essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. C'est absurde, presque comique, mais profondément tragique. Cette métaphore décrit parfaitement l'addiction, une tentative désespérée de soulager une douleur intérieure qui, au final, ne fait que l'intensifier. Carl Jung voyait l'addiction comme une fuite, mais pas du monde extérieur. C'était une tentative d'échapper à soi-même, à ce qui est caché dans la psyché et que nous évitons d'affronter. Selon lui, lorsque nous nions certaines parties de ce que nous sommes, nous créons un vide intérieur. Ce vide, à son tour, éveille un désir incessant de le combler avec quelque chose, n'importe quoi. Gabor Maté, auteur de Le Royaume des fantômes affamés, complète cette vision en affirmant que l'addiction n'est rarement une recherche de plaisir. Elle est plutôt une tentative d'échapper à une douleur que les mots ne peuvent décrire. Pas une douleur physique, mais émotionnelle, des blessures qui restent ouvertes, même si nous ne les voyons pas. Ce vide peut avoir de nombreuses origines, des traumatismes non résolus, une enfance marquée par une déconnexion émotionnelle, ou même le sentiment de se sentir perdu dans un monde qui semble dépourvu de sens. C'est comme un trou noir silencieux et invisible, mais qui consomme tout autour. Au début, l'échappatoire semble fonctionner. Un verre de vin pour se détendre, des heures sur les réseaux sociaux ou cet achat qui procure un soulagement momentané. Mais ce qui commence comme un soulagement temporaire se transforme rapidement en piège. Le paradoxe, c'est que plus nous essayons de combler le vide, plus il grandit, devenant insatiable. Pour Jung, l'addiction n'est pas une question de faiblesse morale ou de manque de volonté. C'est un déséquilibre dans la psyché, le reflet de conflits intérieurs non résolus. Il croyait que, inconsciemment, l'addiction est une quête de quelque chose de plus grand, peut-être un sens ou une connexion perdue. Maté approfondit cette idée en affirmant que, tant que nous ignorons la douleur qui alimente l'addiction, nous ne faisons que masquer le problème. C'est comme mettre un pansement sur une plaie infectée. En surface, cela semble résolu, mais l'infection continue de croître. Ce qui nourrit l'addiction, ce n'est pas le comportement lui-même, mais la tentative de fuir quelque chose de plus profond. Et ici se pose la question, qu'est-ce qui se cache réellement derrière cela ? Quelle douleur cherchons-nous à étouffer ? Peut-être que la clé pour comprendre l'addiction ne réside pas dans ce qui est consommé, mais dans le vide qu'elle tente de combler. Et pour explorer cela, nous devons aller au-delà de la surface, plonger dans les couches de traumatisme, de déconnexion et de douleur émotionnelle qui façonnent notre vulnérabilité. Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser ? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. Imaginez porter un silence en vous. Pas un silence apaisant, mais un type de vide qui consomme. Il ne crie pas, mais sa présence est constante,
comme un trou qui ne se referme jamais. Carl Jung croyait que ce vide n'est pas simplement une absence, mais le reflet de quelque chose de perdu, une déconnexion avec des parties essentielles de nous-mêmes, souvent enfouies durant l'enfance. L'enfance, selon Jung, est là où nos racines émotionnelles commencent à se former. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, façonne notre psyché et influence notre manière d'affronter le monde. Les expériences de rejet émotionnel ou les environnements abusifs laissent des marques invisibles, mais profondes. Gabor Maté, en étudiant les effets des traumatismes, affirme que ces blessures ne disparaissent pas. Elles se transforment en douleurs silencieuses qui nous suivent tout au long de la vie. Maté décrit un concept appelé « séparation proche » pour illustrer une blessure émotionnelle subtile mais dévastatrice. Imaginez un enfant avec des parents qui répondent à ses besoins physiques, mais qui, émotionnellement, sont absents. Cette déconnexion, difficile à identifier, crée un vide émotionnel que l'enfant tente de combler seul. Plus tard, cette même recherche peut se traduire par des comportements addictifs, non pas comme une autodestruction, mais comme une tentative d'échapper à un vide qu'il ne comprend pas. Et il ne s'agit pas seulement de traumatismes visibles. Même des situations apparemment normales peuvent façonner cette quête de soulagement. Quelqu'un qui se tourne vers l'alcool pourrait chercher à étouffer l'écho d'insécurité profondément enraciné. Une autre personne qui passe des heures compulsivement sur les réseaux sociaux pourrait chercher une validation extérieure pour combler un sentiment d'insuffisance intérieure. Mais le vide n'est pas uniquement une expérience individuelle. Il est amplifié par une société qui nous déconnecte de nous-mêmes. Nous sommes bombardés de messages nous disant que nous ne sommes pas suffisants, tandis que le consumérisme nous promet le bonheur dans des choses éphémères. Gabor Maté souligne que ce contexte moderne crée la tempête parfaite pour l'addiction. Même ceux qui ont eu une enfance saine ne sont pas immunisés. La quête constante d'approbation, alimentée par les réseaux sociaux et la culture de la comparaison, rend le vide émotionnel presque inévitable. Le plus grand problème du vide, cependant, n'est pas son existence, mais la façon dont nous l'interprétons. Souvent, nous voyons cet espace intérieur comme quelque chose à éviter à tout prix. Mais Jung et Maté nous défient de le voir différemment. Non pas comme une malédiction, mais comme un appel. Le vide, disent-ils, est une invitation à regarder en soi, à affronter les parties de nous-mêmes que nous ignorons ou réprimons. Il nous demande de nous interroger. Qu'est-ce qui manque réellement ? Quelles parties de nous ont été laissées de côté en chemin ? Pendant que nous essayons de combler ce trou avec des comportements addictifs ou des soulagements temporaires, nous oublions de demander ce qu'il tente de nous dire. Et que se passe-t-il lorsque cette tentative d'apaiser la douleur devient la source même de la souffrance ? C'est là le point crucial. Le vide n'est pas simplement un problème à résoudre. Il est le symptôme de quelque chose de plus profond, quelque chose qui doit être compris. Car, tant qu'il est ignoré, il continuera à guider nos choix, et souvent, à nous emprisonner dans des cycles de douleur. Et c'est justement dans ce cycle que nous commençons à voir comment ce qui semblait être une échappatoire se transforme en prison. Imaginez être coincé dans un manège qui ne s'arrête jamais. Au début, cela peut même sembler amusant ou offrir une sensation de soulagement. Mais rapidement, tout change. Vous commencez à vous sentir étourdi, épuisé, incapable d'en descendre. Voilà, ce qu'est le cycle de l'addiction. Ce qui commence comme un refuge se transforme en piège qui consume la vie. Tout commence par un déclencheur, une émotion douloureuse, un souvenir ou même un état constant d'anxiété et d'ennui. Ce déclencheur éveille un malaise intérieur qui exige un soulagement immédiat. À ce moment-là, la personne se tourne vers le comportement addictif. Cela peut être une gorgée d'alcool, un achat impulsif ou ce défilement sans fin sur les réseaux sociaux. Au début, le soulagement arrive. Pendant quelques instants, le monde semble plus léger. La douleur s'estompe et une sensation de contrôle apparaît. Mais cette paix est illusoire. Le comportement addictif ne résout pas le problème qu'il a provoqué. Il ne fait que le camoufler. Et lorsque l'effet disparaît, la douleur revient, souvent plus intense qu'avant. Ce cycle n'est pas seulement psychologique, mais aussi biologique. Le cerveau joue un rôle crucial dans ce schéma, notamment par le biais du système de récompense lié à la dopamine. Gabor Maté explique qu'au début, le comportement addictif génère une libération intense de cette substance chimique, créant une sensation de plaisir. Cependant, à mesure que le cerveau s'adapte, il commence à réduire sa réponse, rendant nécessaire un effort plus important pour obtenir le même effet. Ce qui était un soulagement devient une compulsion. Avec le temps, le comportement cesse d'être un choix conscient et devient quelque chose d'incontrôlable. Même en connaissant les conséquences, santé compromise, relations brisées, rêves abandonnés,
La personne a l'impression de ne pas pouvoir s'arrêter. Plus elle tente de fuir la douleur, plus elle s'y enfonce profondément. Carl Jung voyait ce cycle comme une tentative inconsciente de combler un vide psychique. Il croyait que l'addiction n'était pas simplement une habitude ou une défaillance morale, mais une quête de quelque chose qui manque. Cette quête, bien qu'égarée, révèle un désir de reconnexion avec quelque chose de plus grand, que ce soit avec soi-même, avec les autres, ou même avec un but dans la vie. Gabor Maté complète cette vision en affirmant que toute addiction est, en réalité, une réponse à la souffrance. Que ce soit le traumatisme de l'enfance, la déconnexion émotionnelle ou le manque de sens dans la vie, l'addiction surgit comme une tentative d'échapper à la douleur émotionnelle. Cependant, comme il le dit si bien, les faux besoins, peu importe combien de fois ils sont satisfaits, ne peuvent jamais réellement combler le vide. Prenons l'exemple d'une femme qui trouve du réconfort dans la nourriture après des années d'abus émotionnels. Chaque repas semble être une tentative de faire taire les souvenirs douloureux, mais cette quête de soulagement finit par nuire à sa santé et à son estime de soi. Ou encore, celui d'un homme qui se réfugie dans l'alcool pour fuir la solitude, pour se rendre compte, des années plus tard, que ce choix l'a isolé encore davantage. Ces histoires, bien que distinctes, partagent une vérité centrale. L'addiction transforme la quête de soulagement en une source de souffrance continue. Et voici le point le plus important. Le cycle de l'addiction ne peut être brisé que lorsqu'on reconnaît qu'il n'est pas la solution, mais une partie du problème. Ce moment de conscience est la première étape pour sortir du manège et chercher un chemin de guérison. Mais comment combler le vide laissé par l'addiction? Et comment trouver quelque chose qui satisfasse réellement, sans créer de nouvelles prisons? Ces questions nous mènent au point suivant. La quête de sens et de connexion comme voie pour dépasser le cycle. Parce que, comme Jung le disait, on ne se libère pas de quelque chose en s'enfuyant, mais en l'affrontant. Imaginez regarder dans un miroir qui ne reflète pas seulement votre image, mais aussi les parties de vous-même que vous préféreriez ignorer. C'est le processus de prise de conscience décrit par Carl Jung et Gabor Maté. Un voyage pour affronter les ombres de la psyché et comprendre ce qui se cache derrière l'addiction. Pour Jung, la prise de conscience est la première étape de toute transformation. Il croyait que tant que nous ne rendons pas conscient ce qui est caché dans l'inconscient, ces éléments refoulés continuent de gouverner nos vies. Dans le contexte de l'addiction, cela signifie identifier les déclencheurs émotionnels et les traumatismes qui alimentent le cycle compulsif. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter le comportement, mais de comprendre ce qui le soutient. Gabor Maté complète cette vision en affirmant que le déni de la souffrance est ce qui maintient l'addiction active. Il dit que le véritable dépassement n'est possible que lorsque nous nous permettons de ressentir pleinement la douleur que nous cherchons à éviter. Ce n'est pas facile. La douleur émotionnelle peut être écrasante, et c'est pourquoi beaucoup préfèrent la fuir. Mais, comme le souligne Maté, le soulagement temporaire de l'addiction est une illusion. La seule façon de rompre le cycle est d'affronter directement la douleur et de comprendre ce qu'elle tente de nous enseigner. Cette prise de conscience doit être accompagnée par l'intégration, un autre concept central dans la psychologie de Jung. L'intégration est le processus d'accepter et d'harmoniser toutes les parties de nous-mêmes, y compris celles que nous jugeons inacceptables. Par exemple, quelqu'un qui refoule sa vulnérabilité pour paraître fort peut découvrir que ce refoulement est à la racine de sa souffrance. S'intégrer signifie se permettre d'être vulnérable, reconnaître cette partie comme valide, et apprendre à l'exprimer de manière saine. L'intégration consiste aussi à redonner un sens au vide. Le vide n'a pas besoin d'être quelque chose à éviter ou à remplir à tout prix. Au contraire, il peut être vu comme un espace pour la croissance et la découverte de soi. Jung croyait que, en affrontant le vide, nous ouvrons la voie à l'individuation, le processus de devenir véritablement nous-mêmes. L'intégration est un chemin transformateur. Pensez à une personne confrontée à une compulsion pour certaines substances ou comportements. Au lieu de simplement essayer de supprimer la compulsion, elle décide d'explorer ce qui la motive. Peut-être découvre-t-elle que sa quête de soulagement est liée à une solitude profonde ou à un sentiment d'insuffisance enraciné dans son enfance. En reconnaissant et en acceptant ces vérités, elle commence à construire une nouvelle relation avec elle-même. Une relation qui ne dépend pas d'échappatoire pour faire face à la douleur. Cependant, la prise de conscience et l'intégration ne sont pas des processus instantanés. Ils demandent du courage, de la patience et souvent un soutien externe. Des thérapies explorant l'inconscient, comme l'analyse jungienne, peuvent être des outils précieux dans ce voyage.
Des pratiques comme la méditation, l'écriture réflexive, ou même des conversations honnêtes avec des amis de confiance peuvent également aider. Mais cette transformation intérieure ne se fait pas en isolement. Surmonter l'addiction est aussi un processus de reconnexion avec le monde qui nous entoure. Car, aussi profond que soit le travail intérieur, nous sommes des êtres sociaux. La guérison, dans toute sa plénitude, dépend du rétablissement des connexions humaines qui ont souvent été fragmentées par le cycle de l'addiction. Cela nous conduit au prochain pas essentiel de cette quête, la réintégration sociale et la redécouverte d'un but dans la vie. Car aucune guérison n'est complète si elle ne se traduit pas par une nouvelle manière de vivre. Comment pouvons-nous transformer le vide en sens et construire une vie qui nous connecte de manière authentique aux autres ? Lorsque nous parlons de surmonter l'addiction, l'image qui vient souvent à l'esprit est celle de la volonté ou de l'isolement pour éviter les déclencheurs. Mais les recherches montrent que le chemin de la guérison est bien différent. Il passe par la connexion humaine. Une expérience marquante menée dans les années 1970 par le psychologue Bruce Alexander a remis en question les idées dominantes sur l'addiction. Dans des études antérieures, des rats étaient placés dans des cages individuelles avec accès à 2 options d'eau, l'une pure et l'autre mélangée à de la morphine. La majorité des rats devenaient dépendants de l'eau droguée, allant jusqu'à en mourir. Cela semblait confirmer l'idée que certaines substances, comme la morphine, étaient irrésistiblement addictives. Mais Alexander a remis en cause cette hypothèse. Il croyait que le contexte dans lequel les rats vivaient influençait leur comportement. Pour tester sa théorie, il a créé le Rat Park, un environnement spacieux, rempli de jouets, de nourriture de qualité et surtout d'autres rats pour socialiser. Dans cet environnement enrichi, les résultats furent surprenants. Les rats ignoraient presque totalement l'eau droguée. Même ceux qui y avaient goûté auparavant préféraient désormais l'eau pure lorsqu'ils étaient placés dans le Rat Park. Que cela nous enseigne-t-il sur l'addiction ? Alexander a démontré qu'elle n'est pas seulement une question de chimie ou de volonté, mais une réponse au contexte. Dans un environnement d'isolement et de déconnexion, l'addiction prospère. Mais dans un cadre favorisant les connexions, le sens et le bien-être, elle perd son emprise. Cette idée est confirmée par Johann Hari, auteur de Chasing the Scream, qui affirme que l'opposé de l'addiction n'est pas la sobriété, mais la connexion. Hari explique que les taux d'addiction sont nettement inférieurs dans des communautés où les gens ont un soutien social, des liens familiaux solides et un sens dans leur vie. Il souligne également que, dans les programmes de réhabilitation réussis, la reconnexion avec les autres est au cœur de la guérison. D'autres données viennent appuyer cette perspective, notamment des études sur les thérapies de groupe. Les recherches montrent que les réseaux de soutien, comme ceux des alcooliques anonymes, ont un impact significatif sur la récupération. Ces réseaux ne se contentent pas d'aider à maintenir la sobriété. Ils favorisent un sentiment d'appartenance. Ils ne traitent pas uniquement le comportement addictif, mais également la solitude et le vide qui l'alimentent souvent. Ce que ces études ont en commun, c'est un message puissant. Surmonter l'addiction ne consiste pas seulement à abandonner une substance ou un comportement. C'est reconstruire des connexions humaines, retrouver un sentiment d'appartenance et surtout, redécouvrir un but dans la vie. L'addiction nous enseigne quelque chose d'essentiel sur la condition humaine. Elle n'est pas simplement un comportement destructeur, mais le reflet de nos tentatives désespérées de gérer la douleur, la solitude et la déconnexion. Derrière chaque personne piégée dans ce cycle, il y a une histoire, non pas de faiblesse, mais de lutte. Une lutte contre le vide intérieur, contre les blessures du passé, et souvent contre un monde qui nous déconnecte de nous-mêmes. Carl Jung et Gabor Maté nous guident sur un chemin qui va au-delà de la culpabilisation ou des solutions superficielles. Ils nous invitent à regarder en nous-mêmes, à affronter les ombres et les vides que nous avons ignorés. Ce voyage n'est pas facile. Il demande du courage pour affronter ce que nous avons évité, de la patience pour reconstruire ce qui a été perdu, et, par-dessus tout, le désir de se reconnecter avec nous-mêmes, avec les autres, et avec la vie elle-même. L'addiction, dans son essence, est un rappel de ce qui compte vraiment, le sens, la connexion et le but. Il ne s'agit pas simplement d'abandonner un comportement, mais de remplir l'espace qu'il occupait par quelque chose de vrai et de significatif. Et pour ceux qui sont encore en chemin, voici un message d'espoir. Peu importe jusqu'où vous êtes tombé, il y a toujours un chemin de retour. Ce chemin peut être difficile, mais il est possible. Parce qu'au fond, nous cherchons tous la même chose. Être entier, nous sentir connectés et trouver du sens. Alors, la question qui reste pour chacun d'entre nous est: quelle connexion sommes-nous prêts à reconstruire ?
Car peut-être qu'en guérissant nos relations avec les autres et avec nous-mêmes, nous découvrirons que le vide que nous redoutions tant n'est pas une fin, mais le début de quelque chose de nouveau. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.